suite enchaîner avec la table ronde qui suit. Donc je propose à Claudia Sani de revenir avec nous. Ah, très bien. J'invite également Monsieur Jean Mansuy, qui est chargé de mission mobilité à l'association Canopéa, qui fédère, voilà, bienvenue, qui fédère 130 associations environnementales. Merci pour ces différentes présentations. On voit que sur la question de l'aménagement des espaces, il y a toujours la question des différents usages. Est-ce qu'il faut les séparer? Est-ce qu'il faut les intégrer? Et donc cette question des conflits, à la fois d'usage, mais aussi de pratique. Je ne sais pas, en France, par exemple, la question du conflit entre les piétons vélos est quelque chose qui monte très fort, parce que il y a eu dans certains endroits une telle croissance de vélos que personne n'a l'habitude en fait de gérer ces flux. Voilà, et puis enfin, vous en avez porté témoignage à chaque fois qu'on intervient sur l'espace public, qu'on prend de l'espace à la voiture, c'est compliqué. Cette question des conflits, est-ce qu'elle est présente au sein de votre association Canopéa? Vous fédérez des associations qui ont parfois des objectifs globalement communs, mais parfois aussi un petit peu divergents. Est-ce que vous observez cette tension sur les différentes prises de position? Je pense que c'est bon. Allez-y. Vous m'entendez? Ouais. Oui, parfait. Oui, effectivement, je pense que c'est une problématique qu'on voit assez fréquemment chez nous. Je pense qu'il y a différents types de conflits. Le conflit principal, comme l'a souligné le baromètre du GRAC, c'est principalement avec les véhicules motorisés. Bon, ça, c'est pas une surprise. Mais effectivement, il y a parfois quelques désaccords entre différentes associations. Et j'aimerais ici parler peut-être un peu plus du côté rural, parce que c'est vraiment plutôt au niveau rural qu'on voit ces conflits. Et donc, c'est des conflits donc, entre modes, entre usages, ici, en tout cas motifs de déplacement, notamment le conflit entre utilitaires et entre loisirs, et enfin aussi des conflits parfois avec les naturalistes, notamment au milieu rural. Donc au niveau des conflits avec les véhicules motorisés, ici c'est principalement comme l'a souligné Tom de Scutter de l'Union des villes et communes wallonnes, c'est principalement des conflits qui sont liés au différentiel de vitesse. Ici j'aurais tendance presque à dire que c'est peu plus encore un conflit lié à un différentiel d'énergie cinétique, parce que quand il y a quand il y a un accident, forcément, les dommages corporels ou alors les risques d'accident fatal vont non pas dépendre de la vitesse, mais plutôt de l'énergie cinétique, même si c'est un peu simplifié. Et donc, cette énergie cinétique, elle est proportionnelle à la masse et à la vitesse au carré. Donc, ça souligne vraiment l'importance de ce différentiel de vitesse. Et donc, pour nous, vraiment, il nous semble crucial dans une optique environnementale, mais aussi dans une optique de sécurité routière, de vraiment réduire les vitesses maximales autorisées. Un autre projet qu'on porte, c'est celui de Low Danger Zone, zone à faible danger, où en fait l'idée ici serait de limiter le trafic à des véhicules qui sont en dessous d'un certain poids et en dessous d'une certaine puissance, puisque du coup ces véhicules auraient une énergie cinétique plus faible, et donc dans les zones où il y a de nombreux usagers vulnérables, ça permettrait vraiment de réduire au maximum enfin pas au maximum, mais en tout cas de réduire les risques d'accident fatal ou vraiment de dommages corporels importants. Donc ça, c'était plutôt pour les voitures. Au niveau des conflits entre usagers actifs, il y a, comme pour les véhicules motorisés, des problématiques de vitesse. On le voit notamment sur les Ravels, donc, qui est un réseau de voies lentes qui est fondamentalement mixte et où on voit, qui officiellement est limité à 30 km/h, mais on voit qu'avec le développement des speed pedelecs, par exemple, certains usagers, en réalité, ils sont assez minoritaires. Il y a des études qui ont été faites, c'était plutôt seulement 2% des usagers qui dépassent la limite autorisée, mais il n'empêche que voilà, il y a quand même une augmentation des flux au niveau utilitaire, avec parfois une méconnaissance des règles au niveau de ce réseau-là. Et donc, il y a des craintes de certains usagers
d'être un peu mis sur le côté par une augmentation du flux utilitaire. Et donc, par rapport à ça, une option qui, moi, me semble intéressante, ce serait par exemple l'idée du partage temporel, c'est-à-dire appliquer des règles de circulation qui soient différentes en fonction du moment de la journée. Et donc, vraiment, au niveau des heures de pointe, peut-être garder une circulation à 30 km/h et la réduire peut-être à 20 dans des moments un peu plus calmes. Donc voilà, c'est une idée comme ça sur comment réduire un peu ces conflits. Un autre gros conflit et qui est vraiment très important chez nous entre nos associations, c'est vraiment la question des tracés, des itinéraires et du revêtement utilisé. Il faut savoir qu'au sein de notre association, on fédère des usagers plutôt utilitaires, des usagers plutôt loisirs et des usagers et des naturalistes. Et donc, chaque catégorie d'usagers a vraiment des attentes et des besoins différents et c'est parfois assez compliqué de les concilier. Et donc, là, on en est arrivé en termes de conclusion. C'est vraiment que la première chose à faire à ce niveau-là, c'est vraiment d'aller travailler d'abord sur le tracé, en essayant de valoriser ce qui est déjà artificialisé, donc principalement toutes les barrières, qu'elles soient naturelles ou artificielles, c'est-à-dire aller faire des tracés le long des voies routières, le long des voies de chemin de fer, éventuellement le long en réutilisant les emprises de l'ancien réseau de tramway vicinal, qui est en fait ce qui a été fait avec le Ravel. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de d'abord aller réfléchir en termes de tracé et ensuite seulement de réfléchir au revêtement, parce qu'en fait, il n'y a pas de revêtement idéal et il n'y en aura jamais parce que les usagers n'ont juste pas les mêmes besoins, pas les mêmes demandes. Et trouver un revêtement qui conviendra à tout le monde, c'est absolument chimérique. Et donc par rapport à ça, il y a aussi, je pense, quelque chose qui est vraiment important pour les associations, c'est vraiment d'augmenter, et ça a été dit aussi par les différents orateurs aujourd'hui, d'essayer d'augmenter la concertation, parce que vraiment, c'est en créant des aménagements avec les usagers, avec les utilisateurs, qu'on peut avoir des aménagements qui sont le plus alignés avec les besoins, avec les attentes des différentes catégories d'usagers. Merci. Claudia Sani, la situation est identique à Milan, voilà, des conflits qu'il faut traiter par des... Enfin, on a l'impression en fait qu'il faut enlever de la place à la voiture et que c'est ça qui apaise les choses. Est-ce que vous faites ce même constat-là? Est-ce que c'est la seule solution? Voilà, est-ce qu'il y a des spécialités milanaises sur la question? Vous avez centré le point pour la situation milanaise. Je l'ai montré tout à l'heure. Évidemment, le conflit majeur qu'on retrouve à Milan en ce moment, c'est les conflits entre les voitures, les automobilistes et les gens qui souhaitent avoir plus d'espace public. Et ça, c'est vraiment au centre du débat en ce moment dans la ville. Je vous raconte juste une petite anecdote. Juste hier soir, en fait, moi, je n'ai pas pu participer, bien évidemment, mais la majorité des associations de piétonnes et cyclistes qui travaillent sur Milan ont organisé un mapping de toute la ville pour compter combien de voitures étaient garées dans des places qui n'étaient pas dédiées aux voitures. Et en fait, ils ont fait ça parce qu'ils trouvent que la municipalité doit faire plus pour éviter ce genre de conflits. Parce qu'effectivement, on a un problème. Milan, c'est une ville qui a 5 lignes de métro, 18 lignes de tram, je pense autour de 200 km de pistes cyclables, mais on a un taux de motorisation qui est, je pense, autour de une voiture tous les 2 personnes, qui c'est très haut pour une ville avec ce type d'offres en mobilité, en transport en commun, en mobilité cyclable, etc. Et du coup, c'est vraiment un conflit qu'on sent tous les jours. Et on essaye d'y travailler tout le temps. Et comme en fait Jean disait tout à l'heure, le fait que les espaces publics, la majorité des espaces publics qu'on est en train de créer dans la ville sont proposés par les citoyens,
ça aide à surmonter les difficultés qu'on peut trouver avec d'autres types, bien évidemment aussi les automobilistes, c'est aussi des citoyens, mais avec qui s'opposent à ce type de transformation, parce que ça donne force du fait que ce n'est pas l'administration qui impose un espace public tout le temps, mais c'est quelque chose qui est vraiment voulu par les gens, et du coup ça aide dans cette démarche de conflit. Ça donne du pouvoir aussi quelque part politique pour défendre ce type d'intervention. Et voilà, c'est un peu... Merci. Et Laurent, ici qu'on a vu dans votre présentation, ce qui était intéressant, j'ai trouvé, c'était que vous ne parliez pas simplement de prendre la place à la voiture, mais il y avait aussi des espaces délaissés sur lesquels vous êtes intervenu. Je trouve que c'était aussi, voilà, vous parliez des zones qui servent juste pendant l'été et puis le reste de l'année sont abandonnées. Et donc on voit que quand même il y a quelque chose de l'ordre de créer des animations ou des aménagements ou des places sur des espaces qui sont juste abandonnés, pas simplement laissés à la voiture. Pour revenir sur la thématique rurale qui a été abordée par Jean Mansuy, est-ce que vous observez aussi, est-ce que vous avez aussi cette dimension-là des conflits d'usage ou de la mixité des usages dans des milieux moins urbains que ce que vous avez présenté? Est-ce que ça existe comme sujet en Suisse? C'est bon. Oui. Oui, tout à fait. En fait, la Suisse, c'est effectivement l'essentiel, c'est des petits des villages, ou des gros villages, ou des petites villes. Et puis, mais je pense que le phénomène, ce que moi j'appelle contre-intuitif, il existe depuis maintenant 50 ans. C'est-à-dire que, notamment, principalement, les commerçants ont toujours peur que quand on va supprimer des places de parc, eh bien, ils n'auront plus de clients. Et puis maintenant, il y a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'études. On a du recul depuis 50 ans. On a des exemples au nord de l'Europe spectaculaires. Je ne pense pas que la Hollande ou le Danemark sont un pays en faillite parce qu'il y a des vélos et puis qu'il n'y a plus de voitures. Donc on voit qu'en fait, c'est très difficile culturellement de faire changer ça. On a pris l'exemple de Morgin ou dans d'autres villages, à Rolle, ou à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds. Effectivement, ça reste toujours au cœur du débat. Mais c'est ça l'intérêt aussi. L'helvète est quand même assez lent à la base. Et puis, et donc, il y a un mot consensus qui est presque un mot vulgaire. Mais je pense que c'est la politique des petits pas qui souvent permettent de débloquer des situations. On l'a vu avec Milan. Il y a bien sûr chaque fois deux visions qui s'affrontent. On n'avance pas depuis des dizaines d'années, y compris dans les villages. C'est encore plus fort parce que dans les villages, il y a un esprit d'appartenance qui est extrêmement différent des centres-villes. Un villageois, il a son patrimoine, il a sa place, etc. Il est beaucoup plus attaché qu'un urbain, un citadin, où il se fait quelque chose dans le quartier. Il a peut-être son appartement, mais instinctivement, il ne se considère pas que c'est son quartier ou son souci fort. Donc, c'est encore plus exacerbé. Et bien là, il faut le fait de tester. Souvent, ça permet vraiment de débloquer des situations. C'est que par le petit pas. Et on prend l'exemple de Nyon. Il y a un grand projet qui était prévu de faire un grand parc à la place du parking et de faire un parking souterrain, vous avez vu là, à Pertan, demandé par les commerçants, etc. Je comprends bien, j'ai la famille aussi commerçant. Et bien, en fait, au final, ça passe plus. Et donc, il y a une autre époque de continuer à agrandir le parc, étape par étape, et puis d'accompagner les gens, parce que je crois qu'en fait, si on est trop innovant, ça se bloque. Et en accompagnant petit à petit, alors ça ne va jamais assez vite, mais au final, ça avance, on le voit, c'est spectaculaire. Au début, il y a 10 points, puis 20, puis 100. Et puis, mais je pense que c'est la seule manière, parce que ce problème-là, je ne vois pas comment on va le résoudre. Il est, je pense, humain. Je finirai peut-être juste par ça. Moi, ça fait quelques années que je suis sur cette terre. Et puis, moi, je suis de la génération bagnole. Donc, voilà. Puis après, on a basculé, heureusement, vélo et piéton. Mais je sens toujours qu'on est encore en opposition. On n'arrive pas, en tant qu'être humain, de dire, mais on densifie les villes, on densifie, tous les espaces sont de plus en plus restreints. On a d'autres demandes qui n'existent pas à l'époque. Et donc, on est contraint de partager. C'est comme quand on fait de la coloc. On ne peut pas tous réclamer la cuisine si on a une pour deux. Ça paraît évident dans notre quotidien, mais je pense que pour la ville, c'est la seule solution. Et donc, la mixité. Et puis, dernier point intéressant qui a changé en quelques années,
c'est que les vélos sont maintenant plus rapides, un vélo électrique, et puis en Suisse, il y a beaucoup de villes qui sont passées entièrement en zone 30, et donc les voitures sont maintenant beaucoup plus lentes, donc on irait au niveau de la vitesse, on est maintenant au même niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces villes suisses, je crois que globalement, il y a bien sûr des gens qui râlent, mais tout le monde a accepté de rouler en 30 en milieu urbain. C'est une évidence, de toute façon, on ne peut pas plus rouler plus qu'à 30. Donc, je dirais, à mon avis, je suis un optimiste de naissance. Hein. Je crois que là, il y a un moment de basculement, on est prêt pour, je crois, se déplacer un peu tous avec plus d'harmonie. On reviendra sur cette question de l'apaisement des vitesses. Moi, j'avais une petite question aussi pour l'expérience milanaise et l'expérience suisse. Ces aménagements temporaires, temporaires ou en tout cas sobres ou light, est-ce qu'ils ne posent pas aussi des problèmes de coût d'entretien et du coup, comment s'approprient aussi les collectivités locales et les élus ces projets-là, à la fois en termes de méthode, c'est souvent moins valorisant de faire un aménagement un peu léger par rapport à un bel aménagement. Et puis, moi j'ai des exemples aussi en France d'aménagements temporaires qui ont mal vécu, qui ont fini par être des repoussoirs parce qu'ils n'étaient pas entretenus ou parce que c'était cher à entretenir. Alors, un énorme problème d'entretien. Moi, j'appelle ça, nous, on propose aux villes d'inclure dans le budget 10% déjà, dans le budget réservé pour la modification et les travaux complémentaires. Ça, c'est le premier point. Parce que sinon, pas d'argent, pas de modification. Donc ça marche maintenant pas mal, ça a été intégré. Et puis, moi, j'appelle ça le plagiste. Dès que vous faites un lieu extrêmement utilisé, avec de multiples usages, etc., c'est obligé d'avoir un concierge d'extérieur. Tout le monde comprend que dans une école, un collège, un bâtiment public, il y a un concierge. Et puis on nettoie les vitres, puis on passe aspirateur, etc. Mais culturellement, l'espace extérieur jusqu'à maintenant, l'espace des villes, c'était on passait la balayeuse et puis c'est tout. Et donc là, il y a un changement culturel à avoir auprès des villes. Moi, je pense que c'est plutôt un investissement qu'un coût, parce qu'on y gagne, etc. Mais effectivement, il faut intégrer dans le budget au départ pour dire oui. Et pour prendre l'exemple de Sion, en fait, tout de suite, quand j'ai présenté le projet au jardinier chef de la ville, après, c'est un Valaisan, donc il est sorti, il m'a proposé d'aller prendre l'apéro, boire un verre. Puis ça représente comme entretien. Puis j'ai dit, ça va présenter un jardinier à la moitié de la semaine, toute l'année. Alors, il a demandé ses ressources et on a anticipé. Parce que sinon, si vous n'avez pas ça, le projet il est mort, il est abandonné après 6 mois. Mais si vous avez les moyens pour l'accompagner, eh bien, en fait, ça perdure. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il est aimé, il est quand même globalement bien respecté. Mais il faut un plagiste, j'y reviens. Il y a un gardien qui est là, en fait, c'est tout simple. Il y a une planche qui est pétée, parce qu'entre-temps, il y a des jeunes qui ont le droit de faire la fête. Ben, le plagiste, il appelle la personne, il remplace la planche, et puis ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de gardien, elle traîne, là, vous connaissez ça, et puis après un tag, un deuxième, un troisième, et puis donc il y a des solutions, mais il faut les anticiper. Vous avez la même situation à Milan ? Alors, on a le même souci. Bien évidemment, l'entretien, c'est un sujet central, vu aussi la quantité de places qu'on a réalisées. Mais pour faire face à ces thèmes, on a mis en place deux approches. Le premier, c'est que, en fait, je l'ai dit tout à l'heure pendant la présentation, c'est l'accord de collaboration. L'accord de collaboration, c'est pas juste proposer un espace. Les gens s'engagent à l'entretenir, à le vivre et à aider la municipalité dans ce procès d'entretien. C'est des volontaires, hein. Bien évidemment, il s'agit d'un projet de volontaires, mais ça aide à entretenir ce type d'espace. Et le deuxième point, c'est, on a vu peut-être, mais aussi je compare les aménagements que je vous ai montrés avec les aménagements que vous a montré Laurent. Les types de mobilier, ils sont beaucoup plus simples, mais ça s'évolue. En fait, les bancs qu'on voit dans les aménagements s'appellent les bancs Milan, c'est les bancs de la ville, et du coup, c'est assez simple. En fait, c'est des modèles qu'on retrouve dans toute la ville,
Bien évidemment, ce qui change, c'est la peinture, peut-être l'aménagement de la place, mais le fait d'avoir tout le temps le même banc, ça aide la municipalité à l'entretenir, à changer si quelque chose ne marche pas. Enfin, c'est moins coûteux parce qu'en fait, c'est toujours la même forme, le même style, et nous aide beaucoup dans l'entretien de ce type d'espace. Ainsi, même discours pour les tables de ping-pong et tous les activateurs que je vous ai montrés. Du coup, ça nous aide beaucoup dans l'entretien général. Merci. Peut-être donc pour revenir sur cet apaisement des vitesses que vous avez évoqué, Jean Mansuy, vous avez des exemples de bonnes pratiques ou que vous recommandez peut-être aux collectivités locales que vous rencontrez sur comment faire, comment régler une partie des conflits en apaisant les vitesses? Je pense que la première bonne pratique, c'est celle simplement de réduire la vitesse maximale autorisée, mais donc ici, il y a un peu de responsabilité à la fois du côté des communes, mais aussi du côté régional. Et donc, nous, on prend vraiment pour une réduction généralisée de la vitesse maximale autorisée. Aussi, cette proposition de développer des zones à faible danger, plutôt dans des lieux où il y a quand même une forte densité d'usagers vulnérables. Donc, en restreignant la circulation à des véhicules sous un certain poids et sous une certaine puissance, qui en fait est un peu en lien avec l'interdiction des SUV à Paris, parce qu'en fait concrètement c'est vraiment ce type de véhicule. Interdiction de stationner, hein, de stationnement, pardon. Parce que c'est ce type de véhicule qui pose vraiment des gros problèmes en termes de circulation, dans le sens où ils sont parfois trop larges pour la voirie, où ils sont extrêmement lourds, ils sont très hauts, et donc forcément, quand ça fauche un piéton, ça le fauche au-dessus du centre de gravité, et donc les piétons passent en dessous. Enfin, bref, ça pose beaucoup de problèmes. Et vous êtes entendu plutôt par la région, les communes? Vous êtes plutôt entendu ou c'est plutôt le début de l'aventure? Pour le moment, ça reste un concept. On espère, et donc c'est un appel à intérêt, on espère pouvoir tester ce concept dans les prochaines années, mais pour le moment, c'est encore juste un concept qui, pour nous, semble pouvoir permettre de sortir par le haut de la question des zones à basse émission, qui en Wallonie donc, pose pas mal de débats. On l'a vu encore il y a 1 ou 2 mois. Donc voilà, c'est pour le moment juste théorique. Et il y a un troisième point, je pense, qui est une fois qu'on a essayé de réduire les vitesses maximales autorisées, mais qu'on se rend compte que voilà, ça ne marche pas, alors dans ce cas-là, seulement, il faut prévoir des infrastructures séparées, qui soient sécurisées, des traversées sécurisées aussi, parce que clairement, il y a des vrais problèmes de traversées à certains endroits en Wallonie. Mais je pense effectivement que l'objectif, c'est quand même de réduire la vitesse pour réduire les conflits et donc pouvoir partager l'espace de manière plus apaisée. Ce sujet de la réduction des vitesses, elle est présente aussi à Milan ou plus généralement en Italie. Je crois qu'il y a un mouvement de ville à 30 aussi qui se développe. Oui, c'est bien ça. En fait, on a la ville de Bologne, qui est la première grande ville qui est passée à ville 30 il y a quelques mois, pas très longtemps. Et Milan aussi a cet objectif et on souhaite y arriver avec des petits pas avant. Je vous ai montré le projet des 100 rues 30 devant les écoles, mais ça va dans cette direction de réduction globale de la vitesse dans les villes. C'est un procès qu'on souhaite poursuivre, même si au niveau national, on a quelques difficultés vu l'opposition politique qu'on trouve en ce moment en Italie, mais on y arrivera, je pense. C'est quand même ce qu'on souhaite, ce que l'Europe nous dise. Du coup, c'est un peu ça la direction. Et disons, tous les projets, places ouvertes, etc., ça rentre dans cette stratégie, parce que bien évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais chaque fois qu'on intervient sur une place et on repense et on rationalise la viabilité, les rues qu'on touche, elles sont toujours des rues qu'on met après à zone 30 pour mieux protéger les espaces publics, pour réduire la vitesse à côté des espaces publics, etc. Du coup, c'est un puzzle, un mosaïque qu'on est en train de construire. Du coup, on souhaite aussi aller vers la même direction que les autres villes que vous avez citées, etc.
Il y a aussi l'équivalent aussi en France. Il y a tout un travail aussi sur les plans de circulation, l'importance d'éviter ce que vous avez un peu évoqué, c'est-à-dire d'éviter les trafics de transit. Et récemment, la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, a développé ce concept aussi à l'échelle d'un département, hein, donc l'échelle institutionnelle entre la région et la commune, pour avoir justement aussi des plans de circulation ruraux et pouvoir petit à petit dédier des chemins, des routes au vélo et aux piétons, par exemple pour aller du village à l'école, du village au collège. Et donc on commence à avoir des premières expériences en France de réfléchir à des plans de circulation donc pour apaiser les vitesses ou réduire drastiquement les trafics automobiles, y compris sur des échelles plutôt rurales. Je trouve que c'est des concepts qui émergent, qui sont intéressants sur cette question d'apaisement des vitesses. Peut-être revenir un tout petit peu sur cette question des écoles et des parvis. Je crois que en Suisse, Laurent Essig, vous avez aussi des expériences sur les parvis devant les écoles et l'importance que ça prend d'apaiser les circulations aux abords des écoles. Alors oui, le contexte est peut-être aussi un petit peu différent des exemples qu'on a vus tout à l'heure de Milan. C'est des petites villes et souvent les écoles sont équipées de grands préaux. Mais effectivement, les préaux ressemblent comme des parkings que vous avez vus au centre de Neuchâtel. Donc là, il y a une immense réflexion actuellement pour complètement désimperméabiliser les préaux, apporter des arbres, etc. Donc il y a en gros, toutes les villes ont des plans de refaire toutes les cours d'école. Et c'est vrai qu'en général, ça fait déjà un moment, mais c'est toute la rue. C'est vrai que ce n'est pas spécifique devant l'école. En gros, dans le quartier, dans le secteur où il y a une école, eh bien, au moins la rue est en zone 30 ou en zone de rencontre. Ce qui est un petit peu particulier, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en fait, on ne peut pas avoir qu'une seule rue à 30 km/h, on est obligé d'avoir en gros le quartier pour avoir de la cohérence. Et c'est un petit peu la difficulté qu'on a actuellement, c'est que d'un côté, on voit qu'à chaque lieu, sa réponse, c'est chaque fois particulier, mais on doit trouver une cohérence au niveau du quartier, une cohérence au niveau de la ville, puis bien sûr au niveau après de la région, parce que sinon on ne comprend plus très bien comment se fonctionner. Mais il y a une grosse révolution en fait, des cours d'école, et puis et ce qui fait que typiquement maintenant on fait pas mal de projets un peu en urgence, parce que ces projets ils sont lourds, on peut les faire que pendant les périodes de vacances, qui posent d'ailleurs un problème pour planter. Parce qu'en fait, en juillet-août, c'est la période où on ne peut pas planter. Donc, alors, il y a des vacances de patates, comme on dit en Suisse, en automne. C'est pour début novembre. Mais donc, on a organisé ça, ce qui fait que dans l'urgence, on a pas mal d'aménagements effectivement transitoires, mais de nouveau qui permettent un peu de tester la situation. Mais on a cette réflexion-là, elle est effectivement globale. Et elle a démarré, mais pas que. C'est ça, je veux dire. C'est l'ensemble en fait de la rue et du quartier qui a été pris en compte. Merci. Alors peut-être on arrive au terme de cette table ronde. Un mot de la fin, quelle serait votre recommandation ou invitation sur comment mieux traiter ces questions de conflit d'usage? C'est quoi le message que vous voudriez adresser? Laurent, ici, par exemple. Le mot de la fin je crois que c'est pour vivre ensemble, je t'écoute. Et puis je t'entends, c'est pas la même chose. Et puis j'essaye après de trouver ensemble un chemin qui va permettre aux deux de vivre agréablement. Jean, ensuite. Je pense que ça va un peu dans la même veine. C'est vraiment l'idée d'essayer de co-construire ensemble quelque chose, d'aller discuter avec les usagers actuels et potentiels des différents aménagements, et vraiment de co-créer les aménagements pour que ceux-ci répondent au mieux aux usages actuels et potentiels. Merci. Claudia Sani. Je suis assez d'accord avec mes collègues. Et du coup, je vais juste rebondir en disant que les villes, elles sont faites pour les citoyens, pas pour le vélo en tant que moyen de transport, ni pour les voitures, ni pour les chaussures, mais c'est pour les citoyens. Et les citoyens doivent cohabiter et coexister et en écoutant tous les autres. Et comme disait Laurent, il faut apprendre à comprendre les besoins de l'autre,
alors que pour l'instant, à Milan, on est un peu déséquilibré dans ces sens. Du coup, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à trouver un équilibre. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos participants. On a retenu ce matin le ping-pong à Milan et la buvette en Suisse. Voilà l'importance des choses qu'on ne voit pas toujours. Différentes priorités. Voilà. Merci beaucoup. Petite pause de 30 minutes qu'il faut respecter, m'a-t-on dit, à la lettre, parce que juste après, il y a la pause de l'autre colloque et il est interdit de mélanger les pauses. Voilà.